C'est parti. Alors, bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale Black Friday. Salut Julien, comment ça va? Salut Seb, je vais très bien et toi? Ça roule. Alors, aujourd'hui, on va parler de deux ou trois petites choses. La première, ça va être l'actualité, le Black Friday en l'occurrence, puisque on a une promo sur Scrap.io, une promo qui est le moment de l'année où vous pouvez en profiter. Et puis, on va vous parler également des nouveautés qui arrivent prochainement sur Scrap.io, ce sur quoi Julien a travaillé intensément ces dernières semaines et que vous allez pouvoir découvrir bientôt. Ça va permettre à la fois de faire de nouvelles choses qu'on ne pouvait pas envisager de faire avec Scrap.io et puis offrir plus de confort d'utilisation. Mais bref, on va détailler un petit peu tout ça. Et puis, j'en profitais pour vous partager quelques infos où moi, je n'ai pas trouvé beaucoup de contenu là-dessus, qui étaient notamment les parties de retargeting quand on a un SaaS B2B. C'est-à-dire qu'il y a des options publicitaires. Et moi, j'ai été assez étonné pour avoir fait le tour des plateformes, du moins de certains taux de matching des audiences que je ne pensais pas du tout aussi importants. Et ça va être l'occasion de vous partager ça parce que je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont peu connues et qui pourraient vous être utiles. Bref, alors, on va commencer par le Black Friday. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette promo, Julien? Alors le Black Friday, c'est une période pendant laquelle on va offrir 50% de réduction sur les abonnements annuels. Non seulement 50% de réduction, mais aussi le report des crédits d'un mois sur l'autre, ce qui n'est normalement pas le cas, que ce soit sur les plans mensuels ou annuels de Scrap.io. Si vous avez 1000 crédits un mois, et ben, si vous ne les utilisez pas, normalement le mois d'après, même si vous avez payé pour un an, vous repartez à 1000 crédits. Donc là, exceptionnellement pour Black Friday, déjà, on a 50% de réduction par rapport à nos tarifs mensuels sur les plans annuels uniquement. Et en plus de ça, vous êtes assuré que si vous prenez un plan Black Friday, vous aurez les crédits que vous n'utilisez pas, en fait, ils vont être reportés d'un mois sur l'autre et ils vont s'accumuler. Jusqu'au temps où vous en aurez besoin. Parce que forcément, on sait que les gens, ils vont acheter le plan peut-être en prévision, peut-être qu'ils n'ont pas un besoin immédiat en fait d'utiliser ces crédits-là. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté cette option de les reporter. Comme ça vous permet d'en profiter maintenant, de en gros sécuriser votre accès et si vous avez besoin de Scrap.io dans 6 mois, vous aurez déjà 6 mois de crédits qui sont accumulés pour pouvoir l'utiliser à ce moment-là. Donc il y a aussi quelque chose qu'on garantit entre guillemets, c'est que on privilégie toujours nos anciens clients. Il y aura jamais, on fera jamais de meilleure offre que ça pour Scrap.io. Il y a jamais d'avantage en fait à venir après. Voilà, c'est la promo qu'on fait depuis plusieurs années et il y a plusieurs clients. Il y a un autre truc aussi, oui, qui est important, c'est que non seulement les crédits se reportent d'un mois sur l'autre durant votre année d'abonnement, mais si vous renouvelez l'année prochaine pour une nouvelle année de Black Friday du coup au même prix, et je précise en passant que même si on change nos prix, vous aurez toujours accès au prix que vous loquez au moment où vous le prenez. Donc si vous renouvelez l'année prochaine au même prix, donc du coup les crédits se reportent aussi d'une année sur l'autre. Ils se reportent d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre. Voilà, en gros, l'option. J'espère que C'est c'est un clair. très bon. C'était très très clair. On mettra un lien dans la description, mais ceci étant, c'est assez simple. Vous allez sur scrap.io, il y a un bandeau en haut du site. D'ailleurs, ça vous permettra de savoir si la promotion elle est toujours active ou terminée, puisqu'on ne va pas l'arrêter au vendredi soir 23h59 du Black Friday. Elle va sans doute s'étendre quelques jours au-delà, mais vous aurez l'info en vous rendant sur le site directement. Si le bandeau n'est plus en haut de la page, c'est que c'est terminé. Donc, je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Je rajoute juste un truc. Je sais que beaucoup de gens le disent, mais pour nous, c'est le cas. Les promos Black Friday s'appliquent uniquement pendant que la promo est ouverte. C'est-à-dire qu'on a eu des gens qui sont venus au support et qui nous ont demandé, oui, mais est-ce que je peux prendre un plan entreprise pour tester et puis après, si ça me plaît, prendre un plan Black Friday le mois prochain? Non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment une période qui est fermée et on va être assez intraitable sur les dates de fermeture. Voilà. Normal. Normal. Ok. Est-ce qu'on parle de ce sur quoi tu as bossé d'abord? Comme tu veux. On peut parler de ça. Ouais, ça Donc, ferait une bonne transition sur scrap.io. ouais, carrément. Donc, du coup, là, actuellement, le travail sur Scrap.io de mon côté, du côté technique, il est assez intensif. Il est intensif déjà parce qu'on a la période du Black Friday, mais aussi depuis un mois, un peu plus d'un mois environ, on a
j'en avais parlé dans la précédente émission, mais on a vraiment amélioré la vitesse de scrapping et notre puissance de scrapping, entre guillemets. Donc là, on l'a multiplié par 6 et ça a occasionné pas mal de problèmes en cascade qui nous ont forcé à revoir notre infrastructure. Donc ça, c'est pour la partie, en gros, ce qu'on pourrait appeler la partie écriture, la partie scrapping. Maintenant, on a réussi à stabiliser en fait une puissance de scrapping qui est 6 fois ce qu'elle était avant, même si ça a posé quelques problèmes au fur et à mesure. Donc du coup, maintenant, je suis passé sur la partie suivante qui consiste à améliorer la vitesse de lecture sur les données qu'on scrape. Et l'idée étant pour nous de permettre aux utilisateurs de faire des recherches très rapides sur notre base, ce qui permet d'une part d'avoir plus de fluidité, mais aussi ce qui permettrait de débloquer la recherche multitype, c'est-à-dire de pouvoir permettre à nos utilisateurs de sélectionner plusieurs types, même jusqu'à plusieurs dizaines, potentiellement plusieurs centaines. Il faut qu'on voit encore ce qui est possible, et d'appliquer des filtres et d'avoir un résultat qui soit aussi quasiment instantané. Donc ça, c'est une nouvelle feature que je veux vraiment développer. Donc, c'est pour ça que ça nécessite de travailler vraiment sur la performance, parce qu'il faut qu'on puisse arriver à filtrer sur des centaines, littéralement, des centaines de millions de lignes sur des multi-critères, c'est-à-dire à la fois sur faut que les gens puissent sélectionner des filtres, par exemple, pouvoir filtrer sur les lignes, enfin les établissements qui ont un email, mais aussi sur plusieurs critères de type différents. Donc ça, c'est assez tendu d'un point de vue technique, mais c'est passionnant et ça devrait, d'après nos tests, ça devrait nous permettre de débloquer la recherche multitype. Alors, il y a un autre truc sur lequel j'ai travaillé. Tout ça, c'est un peu de la preview, mais je ne veux pas m'engager sur. Enfin, d'habitude, j'essaie d'éviter de m'engager sur des features, mais je vous donne un peu une idée de ce qui va venir. Une autre chose qu'on a faite, enfin que j'ai faite en l'occurrence, c'est indexer les établissements par leur latitude et leur longitude. Donc en fait, pour le moment, sur scrap.io, il n'y a qu'une seule manière de rechercher, qui est par pays, adminant. Donc adminant en France, c'est les régions, aux États-Unis, c'est les États, et admin 2 en France, c'est les départements, aux États-Unis, c'est les counties, et villes. Donc en fait, pour le moment, il n'y a que cette manière-là de chercher. J'aimerais débloquer une autre manière de chercher qui consiste à tout simplement le faire par coordonnées géographiques, c'est-à-dire pouvoir sélectionner un point sur la map et dire voilà, je veux tous les établissements qui sont à un certain radius autour de ce point-là, un certain nombre de kilomètres, mais aussi aller encore plus loin que ça et dire je vais tracer un polygone sur ma map, je vais mettre 5 ou 6 points et je veux tous les établissements qui sont à l'intérieur de cette zone-là. Et donc, l'idée, ce serait de pouvoir combiner tous ces filtres-là et de dire, voilà, je vais sélectionner un polygone sur une map, je vais sélectionner plusieurs types, je vais rajouter mes filtres, donc je veux uniquement les établissements qui sont ouverts, puis les établissements avec un email, puis éventuellement d'autres filtres si vous en avez, par exemple les notes Google Maps, le nombre de reviews, etc. Cliquez sur rechercher et avoir le résultat en moins de 10 secondes. Donc ça, c'est mon objectif d'arriver à ça. C'est un peu complexe, mais ça devrait être fait en tout cas avant la fin de l'année. Alors, attention, je précise, avant la fin de l'année du point de vue des données. Après, il faudra qu'on bosse sur le côté, justement, savoir comment présenter à l'utilisateur dans l'interface, comment lui permettre de sélectionner plusieurs catégories, comment lui permettre de sélectionner sur une map, etc. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'engage pas pour le moment. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi va aller Scrap.io. Je suis assez excité des nouveautés parce qu'on a fait quelques tests et pour le moment, c'est hyper prometteur. D'ailleurs, je t'avais envoyé une vidéo, Seb, où je montrais qu'on arrivait à sortir tous les établissements à l'intérieur d'un petit polygone, comme ça on trace un carré sur une map, on arrive à sortir tous les établissements, même sur plusieurs catégories à la fois, en moins de 10 secondes. Donc c'est plutôt encourageant. Ouais. Je suis assez content Après, ça demande énormément de travail, effectivement, mais une fois que ce sera fait, ce sera cool, quoi. Voilà. Ouais, et c'est quelque chose que personne ne propose. Déjà, ça répond aussi à la question de pourquoi c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle personne ne le fait. C'est justement parce que c'est extrêmement compliqué, extrêmement gourmand en ressources et complexe à mettre en œuvre. Mais ça ouvre effectivement des options pour les gens qui font notamment de la zone de chalandise. Et là, pour le coup, il y a plein de business qui sont effectivement plus IRL, donc brick and mortar, qui vont se dire « Ok, j'ai un commercial qui va aller sur telle zone, donc je vais lui sortir
toutes les restaurants, par exemple, de cette zone, ou mieux tous les business de cette zone, si j'ai un produit à vendre qui parle à tous les business. Et ça, c'est un truc, effectivement, qui parle à certaines catégories de gens, mais qui est extrêmement pratique, qui est développé, quoi. Les commerciaux, effectivement, aiment bien raisonner avec un rayon de X kilomètres autour de chez eux. Idéalement, ça leur évite comme ça trop s'éloigner. Et c'est vrai que c'est un confort de travail. Et pour le coup, de filtrage pour les utilisateurs, ça fait gagner un temps énorme parce que le truc, il faudrait le refaire, enfin faire une interface chez soi pour pouvoir les filtrer à la main une fois qu'on a fait un export, donc gâcher beaucoup de temps, d'énergie et de crédit, parce qu'en fait, tout ce qu'on exporte et qu'on n'utilise pas, bah, faut le payer. Donc là, pour le coup, c'est une vraie solution qui répondra à cette problématique-là. Et puis, pour la vitesse, effectivement, et le multitype, c'est aussi extrêmement, là, pour le coup, bénéfique pour tout le monde, puisque ça permettra de perdre moins de temps sur la sélection de, voilà, il faudrait des restos qui soient les restos asiatiques, les restos espagnols, les restos machin, d'en prendre 10 ou 20 par exemple, et puis de ne pas avoir besoin de générer 10 ou 20 extractions, mais de faire ça concaténé dans un fichier avec une seule et unique commande. Donc là encore, plus de souplesse, plus d'efficacité. Donc ouais, c'est extrêmement excitant et ça va permettre de faire plein de choses. Et puis effectivement, ça devrait arriver rapidement une fois la partie technique évacuée. Mais encore une fois, tu as fait le plus gros du boulot. Il m'en reste ça. Non, en fait, pour donner un ordre d'idée, c'est pas que du code. C'est-à-dire que il y a une partie code où en fait, effectivement, on doit pouvoir autoriser la recherche. C'est-à-dire juste du code, c'est finalement la partie la plus simple. Mais la partie la plus compliquée sur laquelle on est en train je suis en train de travailler en ce moment, c'est la partie migration de base et migration de données, parce qu'on a déjà beaucoup de données. On a déjà un cache, en fait, entre guillemets, un cache de Google Maps qui représente plusieurs centaines de millions de lignes. Il faut pouvoir migrer ces bases vers quelque chose qui soit facilement interrogeable. Et donc, ça implique, à chaque fois qu'on fait une opération, qu'on veut tester un truc, ça implique environ 12 heures d'attente. C'est-à-dire qu'il faut indexer, voir si cette colonne, voir si des critères sur cette colonne va marcher, vont produire des résultats. Et on a le résultat 12 heures après. Et puis, si ça ne marche pas ou si on a oublié un truc, il faut le refaire. Et on a le résultat 12 heures après aussi. Et d'ailleurs, je t'expliquais, Seb, que pendant cette période-là, moi, j'étais obligé de me réveiller au milieu de la nuit parce que parfois, il y a deux opérations qui font 6 heures chacune. Donc, si j'attends, je lance l'opération qui fait 6 heures, je vais me coucher, je me réveille, j'ai perdu du temps. Donc, je mets une alarme, je vais relancer l'opération suivante, puis je vais me recoucher, quoi. Donc, ça a été assez intensif, mais c'est plutôt, voilà, c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Top, top. Et vous verrez tout ça rapidement, du coup. Quand exactement, on ne vous le dit pas tout de suite, mais rapidement, puisque c'est un objectif de fin d'année, effectivement. Que tu t'étais donné de... Non, mais je ne dis pas pour le finir. J'ai dit de cette fin d'année de travailler sur ces sujets-là. Ouais, l'objectif de fin d'année pour moi, c'est que du point de vue, c'est que l'architecture derrière soit prête pour gérer ce type de requêtes. Après, il faut qu'on construise du côté de Scrap.io l'interface qui permet de faire ces requêtes. Mais l'architecture derrière sera prête et les données seront indexées correctement pour pouvoir avoir des temps de recherche qui soient extrêmement rapides. Ouais. C'est ça l'objectif. Ok, top. Mais la deuxième partie sur l'interface devrait être hautement plus simple à faire. Ce sera juste des petits trucs de savoir comment on présente les choses, mais ce ne sera pas des vrais problèmes de performance, de migration de données qui prennent des temps faramineux, quoi. Voilà. C'est clair. C'est clair. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse et si ça vous intéresse, dans quel secteur d'activité vous êtes pour de la recherche par géolocalisation, donc avec l'histoire de je prends un point et je dis 10 km autour de ce point, par exemple, ou bien je trace un polygone sur une carte qui va déterminer une zone et ça m'intéresserait de savoir effectivement si c'est un use case qui vous intéresse et si oui, dans quel secteur d'activité vous êtes. Bref, les commentaires sont à vous pour ça. Ok, alors, petit point sur le retargeting, parce qu'il y a des chances que vous nous voyez un petit peu, alors nous non, mais quelques publicités sur différents réseaux, puisqu'on a décidé cette année effectivement de l'utiliser un peu plus intensément. Et pour le coup, on s'est testé sur Reddit, sur LinkedIn, sur TikTok, sur X, sur Bing, YouTube et Google, on y était déjà. Et on n'a que Meta où on n'y est pas.
pour d'obscures raisons de Zuck qui ne veut pas prendre notre argent et qui refuse de nous laisser un business manager ouvert. Donc, je crois que définitivement, à vie, on sera absent de cet écosystème-là. Mais bon, en même temps, ce n'est pas là où sont nos clients non plus prioritairement. Et en revanche, ce que je voulais vous partager, c'était les taux de matching qui, moi, m'ont étonné alors pas sur tous, mais sur certains du moins, réseaux. Et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai repris la base de données des gens qui sont inscrits en fait sur Scrap.io, je l'ai envoyé sur ces régies-là et eux matchent les audiences, c'est-à-dire qu'ils comparent en fait les données qu'on a et les leurs, et s'ils trouvent en fait, il va créer en fait une base de données chez eux, des profils qui correspondent. Ensuite, ça veut dire que ces personnes-là, eh bien, on va pouvoir leur présenter une pub en leur disant tiens, toi qui connais déjà Scrap.io, en ce moment c'est le Black Friday, clique ici pour profiter du tarif. Là, on est dans un truc, on ne fait pas de l'acquisition, mais vraiment du retargeting, parce qu'encore une fois, le but du jeu, c'est de faire au maximum passer la news à tout le monde. Donc, ce qui m'a très étonné, moi, c'est que pour un SaaS B2B, on a, et c'est marrant parce que c'est le cas sur 3 réseaux, on a à peu près 35% de l'audience qui a été matchée sur Reddit, sur LinkedIn et sur TikTok. Et paradoxalement ou pas, sur X, 7%, ce qui est faible, et sur Bing, rien du tout. Ce qui me semble là, pour le coup, je l'ai refait 2 fois, je ne sais pas, il y a peut-être un bug ou j'en sais rien, ou alors ils mettent beaucoup plus de temps que ce qu'ils annoncent, mais il est censé avoir terminé, il m'a dit qu'il n'a rien trouvé, et là, ça m'étonne énormément. Mais ce qui était très étonnant en revanche, c'est effectivement TikTok. TikTok, pour un SaaS B2B, il y a beaucoup de l'audience en fait qui est dessus. Pour autant, l'image qu'on en a, nous, de TikTok, elle n'est pas du tout bercé dans cet écosystème-là, quoi. De la même manière, Reddit également est ultra intéressant, même tôt. LinkedIn, c'est pas très étonnant parce qu'effectivement, tous les gens qui sont un peu dans la prospection, dans les agences web, dans le digital, ils sont très présents sur LinkedIn. Donc ça m'a pas étonné. Mais en revanche, c'est pas du tout le même public quand on va sur Reddit que sur LinkedIn. Les codes sont pas du tout les mêmes. Et pourtant, alors je suis incapable de dire si c'est les mêmes 35% qu'on retrouve sur tous les réseaux ou si c'est d'autres, donc si c'est complémentaire. Et l'idée pour nous, c'est effectivement de faire des petites campagnes avec quelque chose de simple sur les gens qui nous connaissent déjà. Et effectivement, il y a des choses que je vais sans doute faire que je n'avais pas prévues au départ parce que effectivement, 35% des gens qui sont dessus, ça vaut le coup de se pencher sur la question. Donc, vous aurez peut-être des petites pubs qui s'afficheront plus ou moins bien réussies, mais bon, phase de test, donc ça veut dire que c'est l'IA qui va générer les images et les vidéos et on va voir ce qui sort et c'est les algos qui décident quel est le gagnant, quoi. C'est à peu près la logique. Mais en attendant, ouais, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à faire. Et encore une fois, le retargeting, c'est sans doute la campagne publicitaire la plus simple à mettre en place parce qu'encore une fois, elle s'appuie sur des gens qui vous connaissent déjà, donc des gens qui n'ont pas eu le temps de mettre leur carte bleue, qui n'ont pas vu ou pas lu ou qui ne reçoivent pas les emails pour plein de raisons différentes, des gens qui vont passer à côté du truc, quoi. Et le retargeting, c'est toujours le plus rentable de tous. Ce n'est pas les clics les moins chers, mais c'est ceux qui sont les plus pertinents et performants. En revanche, parce que effectivement, c'est des gens qui ont déjà laissé leur email chez nous, donc des gens qui sont déjà, alors à une certaine échelle, engagés du moins avec ce qu'on a pu proposer. Donc du coup, c'est vraiment les campagnes les plus simples, les plus rentables, les plus efficaces à mettre en place. Et si vous posez la question, ce que je vous invite à faire, c'est de toujours au départ, quand vous créez une page, un site, etc., de mettre le pixel publicitaire d'un maximum de régie en place, parce qu'en fait, pendant que vous faites rien, même si vous faites de la publicité 1 an, 2 ans, 3 ans après, il y aura de la data. Et la data, c'est ce qui est le plus pertinent, c'est le pétrole, parce qu'en fait, déjà, vous pouvez recibler vos propres utilisateurs, ce qui est déjà cool parce que ça complète effectivement les canaux email avec des taux d'ouverture qui sont ce qu'ils sont. Donc, voilà, rajouter un peu plus de visibilité et de portée avec un autre canal, c'est bien. Et puis surtout, ça vous permet de faire des lookalikes. Les lookalikes, c'est des audiences similaires. Donc, en gros, la régie analyse les profils qu'elle a matchés par rapport à votre audience. Elle détecte avec ses propres critères quels sont ses centres d'intérêt, ses démographiques, bref, tout un tas de critères qu'ils ont en stock. Et puis, ils vous construisent une audience de gens qui ressemblent à celle-ci et donc des prospects potentiels sur lesquels vous allez pouvoir faire des campagnes. Là, pas de retargeting du coup, mais d'acquisition et à moindre coût parce que, en fait, les algos ont déjà bossé avec des datas concrètes. Ce qu'ils mettent le plus de temps à comprendre, c'est
qui vous êtes, ce que vous faites, quels sont vos clients potentiels, les gens qui arrivent chez vous. Et ça, en fait, au départ, on paye beaucoup la pub pour savoir ça. Et là, en fait, vous pouvez éviter cette phase de recherche et développement qui est coûteuse avec les régies en ayant juste le réflexe de mettre le premier jour, le jour 1, même si ça vous sert à rien de perdre peut-être une matinée à aller vous inscrire sur toutes les plateformes, de récupérer le pixel et de l'intégrer sur vos pages, parce que ça permet dans des pages comme LinkedIn, je crois qu'on peut faire de la recherche, on peut le faire aussi sur d'autres, mais pour le coup, on l'a implémenté celle-ci, qui est avec les événements. Quelqu'un va cliquer sur le bouton rechercher, par exemple, on sait, et on peut recibler des gens qui ont recherché sur scrap.io ou des gens qui ont exporté un fichier ou bien des gens qui n'ont pas mis leur carte bleue. Bref, en fait, on peut vraiment faire des choses qui sont ultra efficaces et sur mesure surtout, et encore une fois, extrêmement rentables et pertinentes, quoi, parce que pour le coup, c'est vraiment la campagne publicitaire la plus rentable de toutes, c'est celle de retargeting, quoi. Ça peut difficilement être plus ciblé et plus personnalisé, ouais. C'est ça. C'est exactement pour cette raison-là. D'ailleurs, petit point, on en a parlé vite fait, mais on est en train de faire des tests aussi sur Reddit. Alors, pas sur de la pub, pas seulement sur de la pub, mais sur du contenu. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'il y a des règles vraiment très spécifiques qu'on a découvert sur ce test-là, pour le coup, qui sont vraiment extrêmement importantes à connaître parce que sinon on perd beaucoup de temps. Et je vais vous le partager parce que ça peut servir, et notamment, encore une fois, parce que Reddit, c'est une excellente source de prospects. J'ai été très étonné de voir à quelle proportion de francophones on avait qui étaient utilisateurs de Reddit. En fait, je m'attendais vraiment à beaucoup moins que ça. Et en fait, non, il y a aussi des Français qui y sont beaucoup, finalement, et surtout, encore une fois, des gens qui sont dans notre univers, donc dans du B2B, ce qui est... Alors, il y a des gros subreddits, c'est-à-dire des sous-forums, finalement, où on a une catégorisation du contenu, par exemple startup, du contenu qui va parler que de startup. On va avoir des subreddits qui parlent de call mailing, on peut avoir des subreddits qui parlent de jardinage, mais c'est très très large en fait Reddit, et il y a des communautés qui sont plus ou moins importantes. Ça peut être de quelques dizaines de milliers de personnes à quelques centaines de milliers de personnes, et le but du jeu là pour le coup, c'est que ça fonctionne pas du tout comme LinkedIn, et que chaque en fait profil, il est vraiment scruté par des bots qui vont faire extrêmement attention à ce que vous faites. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver et poster n'importe où, n'importe comment, comme sur LinkedIn. Tu arrives, tu n'as pas de profil, tu n'as personne, tu viens de créer ton profil, tu peux mettre un post. Il ne va juste pas être vu par grand monde. Mais là, en fait, c'est même pire que ça, c'est qu'il peut être bloqué, il peut être mis en quarantaine, il peut être invisibilisé. Tout ça parce que vous n'avez pas pris le temps, en fait, de jouer le jeu de Reddit. Le jeu de Reddit, et encore une fois, il faut toujours comprendre comment un business fonctionne avec ses propres intérêts, ou du moins son propre regard. Lui, le but du jeu, c'est que les gens voient de la pub. Pour que les gens voient de la pub, il faut qu'ils restent et qu'ils soient contents de rester sur Reddit. Ça veut dire qu'en fait, les gens, ils veulent pas voir de la pub. Ils veulent voir du contenu intéressant. Ils veulent avoir des discussions intéressantes. Ils veulent qu'on leur partage des choses. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on va pas pouvoir arriver à faire n'importe quoi et qu'il va falloir faire ce jeu de produire du contenu, mais avant même de produire du contenu, de chauffer le profil, mais pas chauffer pendant, je vais mettre 2-3 commentaires, c'est vraiment avoir des commentaires, puisque les commentaires sont votés et vous donnent des points de karma, c'est-à-dire débloquent un petit peu des pouvoirs que vous pouvez utiliser ensuite. Mais ça, c'est extrêmement important, sinon vital, en fait. Parce que si vous n'avez pas, en fait, cette mécanique-là de jouer le jeu des communautés, de participer, d'aller commenter les posts des autres, avant même de commencer à poster, vous serez jamais, en fait, visible. Et c'est vraiment un truc qui est flagrant avec Reddit et qui n'est pas vrai du tout de la même manière avec d'autres réseaux. C'est même pire que ça pour aller plus loin, c'est que chaque subreddit a, en plus des règles de Reddit, ses propres règles à lui, ses propres bots et ses propres actions qui sont balisées. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as un super karma quand tu es dans un subreddit qu'il va être reporté, transféré et que tes pouvoirs ils sont valables dans l'autre subreddit. Non, il va falloir que tu le fasses subreddit par subreddit, que tu construises autour de cette communauté, ta relation, donc d'aller commenter, d'aller partager, d'aller répondre aux commentaires, d'aller voter, et puis de partager du contenu intéressant. Donc à chaque fois dans chaque subreddit. Donc c'est en revanche extrêmement intéressant parce que une fois que vous avez bien fait ça, vous pouvez vite avoir des posts qui vont faire quelques dizaines de milliers de vues avec un profil qui a finalement pas de followers comme sur LinkedIn, pas de réseau, mais juste
parce qu'en fait, l'algo vous a bien aimé finalement sur ce que vous avez fait précédemment. Et quelques dizaines de milliers de vues d'un profil, d'un post, ça peut être extrêmement puissant pour avoir de la visibilité gratuite. Il y a la pub effectivement sur Reddit, sinon, mais la pub c'est pareil, c'est pas la même relation que un fondateur qui va parler de comment est-ce que voilà, il dépasse tel ou tel challenge technique ou telle problématique, ce qui engage beaucoup plus les gens dans la conversation. Il y a beaucoup de trucs qui marchent bien dans ces types de contenus, c'est des gens qui avouent leurs échecs. C'est je me suis planté, on s'est foiré sur tel truc. Les gens, en fait, assez bizarrement, ont une sympathie pour ce type de contenu. C'est-à-dire que c'est pas là, les gens viennent pas pour se moquer, mais compatissent réellement sur le truc. C'est-à-dire, ils se reconnaissent un peu, sans doute aussi dans le truc. Ah ouais, c'est chiant, ouais, ça nous arrive aussi. Bref, les gens qui arrivent en disant, je me suis fait péter mon compte Stripe, mon compte machin, putain, c'est la merde. On a ce type de truc. Donc, c'est vraiment des contenus qui marchent bien, qui engagent et qui finalement sont copyrightés, mais copyrightés naturels. C'est-à-dire, encore une fois, on n'est pas du tout dans le même style d'écriture que LinkedIn non plus. On est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus communautaire, mais au sens un petit peu plus forum de l'époque, mais qui va être vraiment tourné pour le coup sur la réaction de la communauté vis-à-vis de votre post ou de votre contenu ou de votre commentaire, en fait. Et c'est vraiment un truc qui est flagrant, mais si c'est bien fait, ça peut fonctionner. Quelques petites datas, à la limite, ça peut être période de chauffe. Comptez bien 15 jours, 3 semaines à mettre des commentaires, à faire un bon profil, ne pas mettre de lien retour vers un site internet parce que ça, c'est un red flag immédiat. Vous pouvez, au bout d'un moment, une fois que les gens ont appris à vous connaître dans un subreddit, commencer à parler un petit peu de votre boîte. Mais on ne va pas mettre un lien vers scrap.io, on va parler de scrap.io. C'est la nuance. Donc, on peut dire, ou du moins, c'est des choses qui peuvent se faire au travers des commentaires aussi. C'est-à-dire de parler de l'expérience du truc et les gens, par curiosité, demandent « Ah ouais, mais c'est quoi ton SaaS du coup ?» Voilà, ça. Et du coup, ça permet de leur donner le lien. Et là, ce n'est pas vu de la même manière parce que c'est la personne qui a demandé. Donc, on n'est pas en train de faire de la promo. Donc, vraiment, ce qu'ils ne veulent pas, c'est les gens qui arrivent en faisant de la promo. C'est un truc qui est chassé par Reddit, mais également par les subreddits eux-mêmes. Donc, il y a vraiment une modération intensive à base de bots. Et le truc, c'est vraiment quelque chose qui est implacable, quoi. Donc, vraiment, c'est un investissement temps de faire ces tests-là, mais ça peut être extrêmement payant. Il faut avoir une vision long terme. Autant sur LinkedIn, suffit d'être dans certains pods, on peut avoir des likes, des machins, des trucs, et donc ça amorce la machine. Autant sur Reddit, il y a beaucoup moins ce système-là. Parce que les communautés sont des vraies communautés, pas juste des gens qui s'échangent des likes, quoi. Donc, c'est vraiment la différence. Une forme de sincérité, sans doute beaucoup plus, là où sur LinkedIn, c'est corporate, un peu lisse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens qui font un peu du trash, entre guillemets, vont être beaucoup plus visibles, en fait. Ça suscite beaucoup plus de réactions. Ça et les contenus tranchés, quoi. C'est-à-dire les trucs qui polarisent beaucoup. Mais au-delà de ça, sinon, il faut avouer que quand même, LinkedIn, c'est très corporate. C'est bisounours. Ouais, et puis les posts sont souvent, enfin personnellement, moi c'est mon avis, mais les posts c'est souvent un peu, comment dire, pas très honnête quoi. C'est pas très, je sais pas très authentique. Ouais. Ouais, Euh, ouais, c'est ça. non, Ah, mais les gens je se voulais forcent juste, un peu à garder une image. Ouais. ouais, je voulais juste dire, non, Reddit c'est un avantage. Le premier, c'est que effectivement, ce que tu me dis, ça me fait penser au fait que comme il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire cet effort de préchauffer un compte pendant 3 semaines, il y a moins de concurrence potentiellement. Donc il y a potentiellement, on est potentiellement plus visible. Et le deuxième truc, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment répandu, mais je pense que aller poster sur Reddit, ça doit quand même être moins répandu que la stratégie qui consiste à écrire des posts LinkedIn, où maintenant tout le monde se met à rédiger des posts LinkedIn et finalement ça devient un peu l'embouteillage, quoi. Il y a trop de monde. Enfin, je sais pas, c'est une stratégie qui doit marcher probablement, mais nous on essaie d'être là où les autres ne sont pas. En général, c'est quand même plus profitable que de faire ce que tout le monde fait, quoi. Voilà. Ouais. Non, il y a toujours des stratégies complémentaires. LinkedIn, effectivement, il y a plein d'autres manières de récupérer du trafic de LinkedIn sans avoir besoin d'écrire un seul post. En fait, on peut
aller faire de l'intent marketing, c'est-à-dire les gens qui ont posté sur un sujet précis, qui ont parlé de « je suis en train de galérer pour un client à faire telle ou telle extraction, est-ce que quelqu'un ne connaîtrait pas un truc ?» Voilà, là, il y a des commentaires à poser qui sont extrêmement efficaces. Il y a des gens qui vont effectivement dans les commentaires se manifester aussi. Ah, moi aussi, ça m'intéresse, du moins, j'aimerais faire ci ou ça. Et là aussi, c'est des très, très bons endroits pour trouver des gens qui sont ciblés. Parce qu'on sait que, pour le coup, ils vont voir, ils vont regarder ce qu'on écrit, quoi. Qu'on soit ou pas dans leur réseau, en fait. Quand tu commentes un post de quelqu'un, il va voir que tu l'as commenté, quoi. Donc, c'est un truc qui est effectivement beaucoup plus rapide et beaucoup plus ciblé que de faire du post en espérant la viralité, même si elle se fabrique un petit peu, ça se mord souvent un peu la queue, quoi. C'est-à-dire que les pods, c'est les mêmes gens qui vont liker leur post, Ouais. et au final, ça tourne un peu dans une boucle infinie, quoi. Ouais, c'était ça. Nous, on s'était mis à poster sur LinkedIn. Moi, je m'étais mis à un moment à créer des posts et puis à aller sur des pods. Et effectivement, je m'étais rendu compte que. Enfin, après, c'est mon expérience personnelle et peut-être que j'y ai pas assez investi d'énergie et peut-être que tout simplement, ça me plaisait pas forcément. Mais ouais, je m'étais rendu compte que finalement, c'était toujours les gens du pod qui likaient mes posts et moi qui allais liker les posts des gens du pod. Et finalement, les gens, enfin, c'était toujours les mêmes et en plus, ils s'en moquaient un peu du contenu, quoi. Ils venaient poser leur like pour qu'on on avait posé notre like en retour et comme moi, je lisais pas trop leurs posts non plus, enfin, en tout cas en diagonale, parce que j'ai autre chose à faire de mes journées aussi. Donc, non, tout ça, ça m'avait pas trop plu personnellement et c'était un peu, ouais, c'était un peu une stratégie, voilà. Ah, ça faisait des posts pas super intéressants dans lesquels tu crois assez peu, que tu brosses un peu pour que ça fasse pas, enfin que ça plaise à peu près à tout le monde. Et derrière, tu as des commentaires tièdes au mieux de gens qui s'en foutent un peu du contenu, mais qui sont là pour juste maintenir la boucle, quoi, en fait. Et c'est vrai que Ça. ça se voit souvent, en fait. On avait un peu regardé les influenceurs LinkedIn et il y a des gens, en fait, où on s'aperçoit que c'est les mêmes personnes exactement qui commentent. Et quand tu vas sur les posts de la personne qui a commenté, bah, tu vois que l'autre, elle venait commenter aussi. Enfin, tu vois que la boucle, elle est bien alimentée et que c'est un truc qui tourne pas Puis en totalement en plus, circuit fermé, mais quand même pas bien loin, quoi. ouais, et puis c'est pas j'ai trouvé personnellement que c'était pas des réactions très authentiques. Même moi, tu vois, quand j'allais commenter les posts des autres, ça se fait pas quand tu es dans un pod d'aller dire que t'es pas d'accord et ça se fait pas pour les autres de dire qu'ils sont pas d'accord sur ton post. Donc finalement, tout ça est très artificiel. Moi, j'avais trouvé ça très artificiel au bout d'un moment. En plus de tourner en rond dans la même communauté, raison pour laquelle ça m'avait pas trop plu. Voilà. Bah après, il y a Bah, peut-être des gens le pour qui fait ça est marche hein, à qui ça plaît beaucoup, tant mieux pour eux. non, non, il y a des secteurs dans lesquels ça marche. Mais après, ça dépend de ta cible aussi. C'est-à-dire, il y a le niveau de maturité du marché, il est différent d'un DRH à un lead gen qui passe ses journées sur LinkedIn à, je ne sais pas, quelqu'un qui est beaucoup moins, ou du moins qui n'est pas aussi avancé dans le truc, quoi. Donc, ça dépend des cibles, ça va dépendre également un peu des sujets que tu abordes, donc qui sont plus ou moins clivants. Et bon, après, il faut faire un peu de l'eau tiède. Mais le défaut de l'époque, c'est aussi que l'IA, elle est partout parce que ça a toujours Ouais, en été plus. la résolution de pénibilité. Donc là, pour le coup, l'IA écrit des posts, mais elle va les écrire. Effectivement, c'est des posts qui sont pertinents, qui suivent des structures, qui machin, mais ça décharge d'un travail qu'on fait pas avec plaisir, mais ça fait pas pour autant des très bons posts, quoi, en réalité non Et plus. pas des très Ça bons fait des commentaires posts. non plus, parce que l'IA Ah, commente maintenant aussi. Donc, oh, la mienne commente bien. Moi, j'en ai créé une, en fait, qui le fait sur d'accord. LinkedIn et qui commente, mais uniquement des gens qui, Ouais, c'est ça. c'est des commentaires ciblés, c'est-à-dire, moi, je m'intéresse pas à tous les sujets. Je vais prendre les gens qui parlent de scraper Google Maps et je vais aller commenter leur post. Donc, mes commentaires, ils sont à la fois ciblés et pertinents par rapport à leur truc. Mais après, c'est difficile de le faire quand quelqu'un parle de voyage, de recruter, de lever de fonds. La distorsion est énorme pour arriver à faire un truc qui soit généraliste et passe partout sans que ça soit effectivement de l'eau tiède, quoi. Donc, c'est le travers de ces éléments-là. Mais c'est marrant, tiens, d'ailleurs, cette histoire d'IA, ça rejoint un peu une conversation qu'on a eue juste avant. C'est l'époque, effectivement, là, de l'accélération technologique. Et finalement, quand on le regarde un peu en perspective avec ce qui va se passer sur les réseaux, parce que tu te dis finalement, mais si les IA, elles écrivent aussi bien, voire mieux que moi, comment est-ce que je vais pouvoir me démarquer encore? La réponse est finalement celle qu'on vient de donner, quoi. C'est que
L'IA, elle n'a pas de vie, elle n'a pas de vécu, elle n'a pas d'anecdotes à raconter qui soient concrètes, réelles, qui sont attachées à des trucs émotionnels. Et c'est ça, en fait, ce qui gardera de l'intérêt dans les contenus écrits par des humains, c'est leur unicité, c'est-à-dire leur parcours. L'IA pourrait s'inventer des vies, mais c'est pas pareil, en fait, tu n'arrives pas à un degré de finesse. Pareil sur le truc, et je pense que tu auras toujours, malgré tout, un attachement à l'histoire de quelqu'un à qui les gens peuvent s'identifier. Même si on peut faker un personnage totalement, on peut créer un personnage virtuel avec un visage, on peut même le mettre en vidéo maintenant, on peut lui créer une existence, un parcours, etc. Mais je pense qu'on n'est pas encore arrivé au point où on peut vraiment lui créer une vie de zéro allez, j'arrive à faire des trucs qui sont assez sympas avec ces trucs-là. Et il écrit pour moi en mon nom, en connaissant mon histoire, le parcours, etc. Mais c'est quand même bâti au départ sur du réel que je lui ai donné. C'est pas 100% de la science-fiction. Ouais, je sais pas. J'ai toujours un peu de mal avec ces discours de est-ce que l'IA va nous remplacer ou pas nous remplacer. C'est toujours une vision de gens qui raisonnent par rapport à ce qu'ils ont et qui disent ouais, l'IA, ou ce qu'ils ont ou ce qu'ils font, et qui se disent voilà, l'IA, elle fait mieux que moi, donc ce que je fais, je pourrais plus le faire. Mais en fait, il ne faut pas raisonner comme ça. C'est oui, l'IA, elle fait mieux que toi, elle rédige mieux que toi, elle peut rédiger des posts qui sont plus pertinents que toi. Il faut plus raisonner sur changer ce qu'on va faire, tu vois. C'est-à-dire, maintenant, pour revenir sur la migration de données sur scrap.io, pour relier un peu tout ça, toutes les migrations que j'ai faites sur scrap.io pour arriver au résultat auquel on veut arriver là, avec le multitype, etc., c'est pas moi qui les ai faites. J'ai demandé à Claude, en l'occurrence, de les faire. Tu vois. Et c'est pas que l'IA remplace les développeurs, c'est que la manière de travailler change, en fait. Et je pense que il faut pas raisonner en termes de est-ce que l'IA va nous remplacer ou quoi. C'est effectivement, la manière dont on travaille va changer. Ça, c'est sûr. Mais voilà. C'était juste ça. Je voulais juste donner un petit bémol là-dessus. Parce que j'aime pas trop, c'est toujours ces discours de ouais, il y aura plus de travail et tout. Non, c'est pas qu'il y aura plus de travail, c'est que le travail va changer. Effectivement, si on raisonne et on pourra plus faire les choses exactement de la même manière qu'on les fait. Comme moi, je vais pas développer tout à la main maintenant, alors que je peux demander à Claude de me créer des scripts qui vont tout faire. Après, effectivement, je dois relire ce qu'il fait et je dois surveiller ce qu'il fait et vérifier qu'il ne fait pas n'importe quoi, parce que l'IA fait encore beaucoup d'erreurs. Mais effectivement, la manière de travailler change, ça c'est une évidence, mais elle change pour le mieux en fait. On travaille plus vite, on travaille mieux, on fait des meilleures choses et voilà, c'est valable pour l'écriture de post comme ça l'est pour l'écriture de code en fait. Donc, ouais. Ceci étant, sur l'écriture de posts, c'est parce qu'il y a beaucoup de SaaS qui ont été créés sur l'écriture de posts LinkedIn, parce que c'est un gros pain point pour la plupart des entrepreneurs, des gens qui ne veulent pas faire de copywriting, de savoir quoi poster, d'avoir des posts en stock et que ça se fasse si possible automatiquement. Donc celui-ci, c'est déjà le cas, il y a déjà des pans entiers qui ont été remplacés, mais est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça survivra, c'est encore un autre problème. Maintenant, sur l'IA qui fait des erreurs, c'est intéressant. Elle fait moins d'erreurs qu'un humain, en fait, en réalité. Et il y a des études là-dessus qui ont été faites, qui sont assez... Il y en a deux, notamment, il y a l'histoire des médecins, effectivement, une étude comparative, je crois que c'était sur la détection de cancer ou un truc du genre, ou c'était en général, je ne sais plus. Enfin, bref. L'idée, c'était de mesurer est-ce qu'un médecin seul est meilleur qu'un médecin qui s'appuie sur une IA ou qu'une IA toute seule. Et en réalité, celle qui gagne, c'est l'IA toute seule. Et la plus mauvaise, c'était quoi? C'était le médecin. Non, c'était le médecin seul. Et c'est-à-dire que le médecin qui travaille avec l'IA, il est moins bon que l'IA toute seule parce que le médecin rajoute des erreurs par rapport à ce que trouve l'IA. Ce qu'ils avaient trouvé comme résultat, ils avaient comparé avec ChatGPT. Alors, je ne sais plus exactement sur la maladie, mais c'était effectivement les résultats qui étaient ressortis. Ouais. Mais au-delà de ça, après, il y a eu des... En fait, j'ai vu passer des résultats de tests. En fait, il y a Vemo qui s'installe, je crois, au UK. Et en fait, eux, ils ont une problématique. Ils ont dit, OK, mais vous pouvez faire circuler vos trucs, mais en revanche, il faut que la sécurité, elle soit implacable, quoi, parce que sinon, vous collez des milliards d'amendes. Et en réalité, ils ont déjà des stats sur la conduite autonome. Ok, il faut que tu replaces le contexte parce que Vemo, ça ne me disait pas grand-chose. Ouais. Service de taxi automatique de Google. Ok.
qui tourne aux États-Unis et qui va débarquer en Europe, alors au UK d'abord, mais peu importe. En fait, eux, ils s'appuyaient sur la réflexion de dire qu'en fait, aujourd'hui, déjà, à l'heure actuelle, avec tous les défauts de la technologie et toutes les erreurs qu'une IA peut faire, y compris et surtout une IA de conduite autonome, bah c'est en moyenne, puisque là, ils ont accumulé des milliards de kilomètres maintenant avec leur flotte, ils sont capables de dire qu'en fait, les accidents, c'est 6 fois moins que celles qui arrivent pour un conducteur humain moyen. Et c'est juste complètement fou, en fait. C'est bien sûr, il y aura des accidents, parce que même la meilleure IA, elle va pas pouvoir éviter un mec qui se jette sur ta voiture ou sous ta voiture. Ah oui, il va passer dessus, c'est sûr. Je veux dire, des contraintes physiques au fait que ça soit pas possible de l'éviter à un moment ou à un autre. Tout ça pour dire que c'est bien sûr, il y en aura, mais c'est déjà à l'heure actuelle, avec tout le niveau d'imperfection que ça peut avoir, même si ça s'est beaucoup amélioré, ça va continuer à s'améliorer et il vise de multiplier par 2 ou 3 en fait cette fiabilité encore, c'est-à-dire que l'écart va se creuser. Mais déjà aujourd'hui, en fait, les conducteurs à intelligence artificielle autonome sont beaucoup plus fiables et sont déjà opérationnels dans quelques pays du monde, quoi. En Chine, ils l'ont aussi et effectivement, les trucs, c'est l'IA, elle perd pas patience, elle insulte pas ses voisins, elle décide pas de faire une queue de poisson, elle a des trucs qui sont quand même plus raisonnables, quoi, en fait, et qui conduisent à moins d'erreurs. Elle va pas dépasser la vitesse parce qu'elle est programmée pour respecter la vitesse. Elle va pas griller le feu. Donc, ouais, il y a tout un tas d'éléments qu'elle va éviter. Et puis, elle va pas être distraite par un coup de fil, par envoyer des SMS, par tout un tas de choses, quoi. Donc, en réalité, ouais, on est vraiment dans cette ère où ouais, l'IA va changer, pas forcément nous remplacer certaines personnes, mais du moins, effectivement, comme tu disais, changer la manière avec laquelle on travaille. Mais Oui, c'est ça. ouais, un futur dans lequel on n'a pas besoin de conduire une voiture, ça me rappellera juste les films que je voyais dans mon enfance. En fait, tout le monde avec des bagnoles autonomes volantes, quoi, en gros. Après tu as quand même le plaisir de conduire, je pense. Donc, bon, faut voir si. Non, mais tu pourras toujours le garder, Bien sûr. mais tu n'auras plus l'obligation en fait de te farcir parce que la plupart des transports, en fait, les gens les font pas pour se promener, mais pour aller du point A au point B, c'est-à-dire aller bosser, du boulot au supermarché, du supermarché à la maison. C'est des déplacements, quoi. C'est pas de la conduite intéressante. Ouais, non, clairement. Et puis, de toute façon, même, je pense que les histoires de on va être remplacé, c'est un peu l'histoire de l'humanité qui est comme ça. Enfin, Ouais. je sais pas si je l'avais déjà raconté, mais il y a une anecdote, c'est que le travail enfin, celui qui est, le travail le plus, comment dire, les gens, enfin, le travail là où il y avait le plus de gens dans la Rome antique, c'était porteur d'eau, en fait. Et du coup, au bout d'un moment, il y a des mecs qui sont arrivés et qui ont dit, bon, on va faire des aqueducs. Et ça a porté l'eau tout seul. Et là, en fait, ça a provoqué quelques problèmes, tu vois. Donc, c'est l'histoire de l'humanité, en fait. À chaque fois, on trouve des manières d'améliorer la production. Et à chaque fois, les gens avant qui avaient qui produisaient à la main, eh ben, ils se retrouvent au chômage. Il faut qu'ils trouvent un autre boulot. Mais c'est une évolution positive, en fait. On ne peut pas créer des travaux artificiels sous prétexte ou freiner l'innovation sous prétexte de créer du travail alors qu'on n'en a pas besoin, tu vois. C'est juste on doit suivre, on doit être suffisamment flexible et suivre l'évolution de la société, des innovations, etc., quoi, et s'adapter. Il y a toujours des nouveaux travaux qui sortent, tu vois. C'est comme les productions, les machines qui produisent, les robots qui produisent dans les usines, ça a créé en Europe une société de services. Tu vois, il y a plus vraiment de tissu industriel, où il y en a beaucoup moins qu'avant, mais il y a beaucoup plus de sociétés de services, etc. Et c'est juste une évolution de la société. Il ne faut pas essayer de faire perdurer artificiellement des choses qui sont dépassées, quoi. Donc moi, je considère que ouais, c'est une évolution positive, en fait, des choses. C'est juste qu'il faut être Ouais, flexible et clairement. s'adapter, quoi. Et pas défendre son petit précaré en disant voilà, moi, il n'y a qu'une seule chose que je sais faire, c'est porter de l'eau. Voilà, moi, il n'y a qu'une seule chose que je sais faire, c'est c'est assembler des trucs dans des usines et rien faire d'autre. Ou voilà, et maintenant, il n'y a qu'une seule chose que je sais faire, moi, c'est écrire du code, alors qu'une IA le fait mieux que moi, tu vois. Il ne faut pas défendre son précaré, il faut aller dans le sens des évolutions, quoi. Bah après, c'est plus facile pour nous de le dire comme ça parce qu'on est quand même un peu en capacité de choix. Mais quelqu'un qui a 55 ans, qui se fait virer parce que remplacé sur le truc, disons que lui, il n'a pas beaucoup d'options de remplacement, se reformer, de reprendre sa vie en main.
C'est ça en fait qui va être mais un peu, c'est pas lié à l'IA, ça a toujours été aussi, c'était le cas avec les métiers à tisser, c'était le cas avec l'imprimerie. Il y a les mecs qui faisaient que ça avant, qui écrivaient les bouquins parce qu'ils les copiaient à la main, Copiste. il n'y avait Ouais. pas d'imprimerie, les copistes. Bah, ils en faisaient moins, hein. Mais l'imprimerie, ça a permis d'en faire beaucoup plus et de diffuser le savoir. Donc, il y a des aspects toujours positifs au truc. Ah ouais, c'est Moi, je l'histoire de suis. l'humanité en fait, c'est ça, c'est les Ah, taxis, c'est ah tout, ouais, hein. clairement. Les Ah taxis ouais, Uber, la enfin ouais. voiture, comparée aux chevaux, pareil. Les mecs qui avaient des carrosses, ils faisaient la gueule quand les voitures sont arrivées. Bah ouais, mais bon, est-ce que c'est une solution de dire voilà, faut pas, parce que je vois pas mal de débats comme ça sur internet qui disent ouais, faut pas utiliser l'IA pour faire des graphismes, enfin pour faire des images, faut embaucher des graphistes, tu vois. Quand tu as les moyens, faut faire travailler des gens. Bah ouais, faire travailler des gens, ça doit pas être un objectif en soi en fait. Non. C'est sinon Bon, moi et je vais puis, embaucher des gens pour laver mon bureau et le laver tous les jours et ça fournira du travail aux gens, tu vois. C'est Il faut qu'il y ait un c'est besoin en ça. fait derrière. Et s'il y a une meilleure manière de répondre à ce besoin, eh ben, il faut utiliser la meilleure manière de le faire. Et puis les gens ils doivent s'adapter après derrière. Alors c'est sûr que c'est difficile, mais la solution c'est pas de forcer des. Enfin je sais pas. Après c'est mon avis, mais peut-être que c'est un peu polémique, je sais pas. Non, non, mais je suis assez d'accord sur le truc, d'autant que les graphistes, si c'est des bons graphistes, ils sont déjà passés à l'IA il y a un moment, ne serait-ce que parce que ça te permet de faire le boulot le même, mais 2 fois plus vite, minimum. C'est-à-dire que les idées, la réalisation, tu fais générer 100 machin, et puis tu as plus de propositions à faire aux clients. Donc finalement, tu peux être plus en capacité de faire plus de business, d'apporter plus de services plus vite, euh, et bien Ouais. utilisé. C'est un excellent employé, l'IA. Ça rejoint ce que je disais, ouais, faut apprendre à travailler avec l'IA, tu vois, pas contre l'IA en disant voilà, nous on est artisanaux, on fait les trucs à la main, etc. Ça peut être un positionnement aussi, mais voilà, faut, faut voir quoi. Ça peut être un positionnement éventuellement pour Ouais, certains dans, métiers dans des artistiques choses qui peut-être. sont physiques, oui, oui, artistiques ou physiques du moins. Je veux dire, en fait, je sais pas, des mecs qui travaillent le bois, qui font des sculptures, des choses comme Ouais, c'est ça, ça. quoi, des choses qui sont des pièces uniques. Bon, pour des logos, c'est un autre problème. C'est Mais, ça. C'est ça. Pour des images d'illustration, des choses comme ça. Enfin bon, bref. C'est voilà, si l'IA le fait mieux, tout le monde va utiliser l'IA. De toute façon, c'est inévitable en fait. ouais, On peut pas aller contre le marché. Le marché va toujours aller vers la solution la meilleure et la moins chère. Donc si on a quelqu'un qui écrit du code, hein, qui écrit du code moins bon pour plus cher, on va prendre forcément la solution meilleure pour moins cher. C'est comme ça. On peut pas aller contre ça en fait. C'est pas possible. ouais, c'est clair. C'est clair, et ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, en off, qui était de dire qu'on est dans une phase en fait où tout s'accélère, et sans doute aussi parce qu'on est rentré dans une espèce de guerre froide entre la Chine et les États-Unis, et qui se tire la bourre comme jamais. Ça se voit sur l'IA, ça se voit sur la techno en général, les voitures autonomes, la robotique, ça se voit sur les drones militaires, enfin tout ce type de trucs. Il y a vraiment une course effrénée. L'espace, dont on parlait aussi, les Chinois ont d'énormes ambitions spatiales. Les Américains, ils sont revenus aussi pour pas leur laisser le terrain. Et on voit qu'il y a vraiment ce que tu disais, en fait, on retrouve un peu, alors, je sais pas, on l'a pas vécu, mais l'idée que pendant la guerre froide, il y a eu une phase en fait où il y avait une telle course à l'innovation qui était dictée par celui qui on doit absolument gagner parce qu'on ne peut pas perdre face à l'autre, Course qu'il à y a eu une l'espace. course effrénée à l'espace, ouais, et que ça a généré énormément de progrès, et qu'aujourd'hui, finalement, quelques décennies après, on n'y est toujours pas retourné, et que visiblement, c'est compliqué, quoi. À Ouais, l'époque, c'était pour dire qu'ils avaient peu de moyens, mais ils avaient beaucoup, enfin peu de moyens techniques, mais ils avaient beaucoup de moyens financiers, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas ce que peut faire un MacBook aujourd'hui à mettre dans les vaisseaux, dans les trucs, ouais, comparativement à ce qu'on peut avoir aujourd'hui d'un point de vue techno, quoi. c'était un ordinateur de la taille d'une pièce, était moins puissant que ce que peut faire une toute petite calculatrice aujourd'hui. Mais ouais, il y C'est a ça. des périodes comme ça dans l'humanité où il y a vraiment une injection massive d'argent et puis une progression presque pas exponentielle, parce que ça retombe après sur les décennies d'après, mais c'est vraiment une accélération quoi, qui se fait sur quelques années d'un coup. Et puis, effectivement, comme tu disais, là, depuis l'arrivée de ChatGPT, c'est assez impressionnant de voir le tournant que ça a pris et de voir ce qui arrive. Ouais. Et les changements que ça La va robotique. proposer, ça va provoquer en effet derrière, enfin, en ripple effect, en effet
composé en effet papillon derrière, ça va être assez impressionnant. Ouais. Ça va permettre de résoudre certaines problématiques. On en parlait aussi. La robotique va permettre de pallier un peu à la démographie vieillissante de certains pays où, si on prend des pays comme le Japon, ils perdent beaucoup d'habitants et ils ont une population qui est de plus en plus âgée, donc il y a besoin de plus en plus de soins, d'attention. Avoir des robots humanoïdes qui vont être capables de faire une grosse partie du boulot dans un pays qui n'est pas fan de l'immigration du tout, ça va être indispensable en fait pour eux. C'est même pas une question de peut-être machin, on va y réfléchir. C'est que eux, ils ont à toute berzingue pour ces questions-là, quoi. Et la Chine aussi. La Chine, ça va être un gros problème. Oui, d'un point de vue démographique. Ouais, la Chine, mais de toute façon, ça concerne, sauf l'Inde et l'Afrique en général, pour faire très simple, tout le reste du monde, quoi, quasiment. C'est-à-dire en Europe aussi, on a ce vieillissement, cette érosion. C'est flagrant, quoi. Et donc, ça va arriver avec son lot de problèmes, effectivement, qui est de dire tous ces gens qui seront à la retraite et qui sont vieux ou vieillissants et qui vont avoir besoin de soins, ça va coûter une blindasse et qu'il va falloir trouver un moyen de faire en sorte d'eux. Et c'est vrai que c'est finalement la meilleure solution qui puisse arriver, c'est ça, c'est la robotique, parce que visiblement, ils sont pas repartis pour recréer des hôpitaux et des places dans les hôpitaux, donc il va falloir Ou qu'ils des trouvent d'autres docteurs. moyens. Des docteurs, ouais, c'est ça. Les gens s'inquiètent en se disant oh là là, l'IA va nous remplacer, on n'aura plus de travail. Mais de toute façon, demain, il y aura tellement peu de travailleurs que vaut mieux qu'il y arrive pour sauver le monde, tu vois. Parce qu'il y aura tellement de vieux demain et pas assez de jeunes pour les soigner, par exemple, que vaut mieux que la technologie nous aide à solutionner ça, parce que sinon, ça va être un problème. Ouais. C'est clair. Et c'est une période effectivement invraisemblable en fait. Ce qu'on nous avait promis un peu quand je regardais les séries télé, les films quand j'étais môme, c'était un futur un peu excitant comme celui qu'on est en train de vivre maintenant. Du moins, on est au balbutiement, mais on voit les taxis drones, ça fait un peu penser au balbutiement de la voiture volante, quoi, en gros. Donc, on s'approche doucement un peu des visions de certains films, certaines séries, et c'est assez excitant à vivre finalement le truc, parce que pendant longtemps, ils nous avaient vendu pour l'an 2000, on aurait ci, ça, machin, et finalement on n'a rien eu du tout, hormis les smartphones, quoi, et encore même pas les smartphones à cette époque-là, on était sur les premiers, les GSM, les trucs de base, quoi. Mais ça s'est largement accéléré depuis, et là l'IA effectivement met un coup de boost vénère en fait à tout ça, et c'est vraiment palpitant. Ça va être vraiment des années avec leur lot de restructuration et de joie et de douleur, mais excitantes. Ouais, ce dont on a parlé encore une fois juste avant, c'est vrai qu'il y a quelques années, peut-être en 2017 et tout, j'étais tombé sur des articles d'un blog qui s'appelle Wet But Why, je crois, et qui parlait effectivement de toutes ces histoires d'IA qui allaient arriver. Ça me semblait être de la science-fiction, d'avoir une IA avec qui on pourrait parler, etc. Finalement, en lisant l'article, ils expliquaient que les plus grands spécialistes, genre Ray Kurzweil, etc., ils prédisaient l'arrivée d'intelligence artificielle qui serait aussi intelligente que les humains un peu après les années 2020, 2025, etc. Ça me semblait être de la science-fiction. Finalement, ces spécialistes n'avaient pas tellement tort que ça. Et ce qui est plus effrayant peut-être ou excitant, ça dépend comment on le voit, c'est quand ces spécialistes, eux, ce qu'ils prévoient, c'est la fameuse arrivée de la singularité technologique, là où l'IA devient capable de s'auto-améliorer et devient vraiment, vraiment plus intelligente et qu'il peut y avoir une explosion d'intelligence. C'est-à-dire qu'en gros, un ordinateur devienne plus puissant et plus intelligent que tous les cerveaux de l'humanité combinés. Donc, il faut voir si c'est quelque chose qui est, pour le coup, encore une fois, de la science-fiction ou quelque chose qui peut arriver. Mais effectivement, si on s'en rapproche, ça peut donner des choses assez, un futur assez excitant ou assez effrayant, je ne sais pas, mais en tout cas très différent de tout ce qu'on a connu. Ouais. C'est effrayant et excitant parce qu'il y a le côté sombre de ces trucs-là. En fait, quand tu prends tous les drones, tout ce qui est géré par les militaires et qui est des armées de drones autonomes, c'est-à-dire là, on est plutôt du côté de Skynet, ou du moins de ses prémices. Et pour le coup, tu vois aussi l'intérêt pour des États d'avoir des…
C'est pas le plus gros Ouais. danger, les drones. Enfin, pour moi, en tout cas, je pense que c'est Le ce qu'ils jour où tu appellent auras 1 million la d'Optimus trombo. qui seront armés avec des Ouais. M16 et qui vont commencer à parader dans les rues, peut-être que si. Ouais, mais en fait, c'est pas voir les. Enfin, ce qui fait peur, entre guillemets, aux spécialistes, c'est ce qu'ils appellent la trombocalypse, l'usine à fabriquer les trombones. Ah oui, oui. Ah, il y a des choses C'est qu'on pas peut les éviter. robots soldats dans les rues, quoi. Mais bon. Disons que moi j'ai une moindre confiance en fait. Les mecs qui font de la techno, en fait, bon, ils ont un produit à vendre, ils ont des objectifs qui sont clairs. La problématique des États, c'est que ils sont capables de développer des trucs juste parce que c'est possible de le développer, quoi. Et Ouais, bien advienne qui sûr. pourra après. Tu vois, c'est plus ça en fait, c'est Mais que la encore, finalité n'est pas la même. ouais. Dans cette vision-là, en fait, où tu as une IA militaire, en fait, tu as quand même des gens qui ont le contrôle sur l'IA. Ce qui fait surtout peur aux spécialistes, c'est de perdre le contrôle de l'IA, en fait. Ah, ouais, C'est c'est surtout ça. ça qui leur fait peur. Skynet, c'est ça. T'as vu sur le bouton, trop tard. C'est Mmh. uploadé partout. Bon, les missiles sont partis. Hein, vous avez 7 minutes, les gars. Ouais. On verra du coup. Donc, ouais, non, non, c'est plus l'humain, en fait, le problème de cette chaîne de réflexion, comme toujours, Bah, avec les dérives possibles, je trouve. non, pour le coup, je suis pas forcément d'accord parce que justement, même l'humain avec tout, enfin, ce qui ressortait de l'article, encore une fois, cet article, je l'ai lu il y a peut-être 6 7 ans, tu vois, mais ce qui ressortait de ça, c'était pas l'humain le problème, c'était quelles sont les règles qu'on peut mettre à une IA pour éviter d'en perdre le contrôle. Et même avec tous les humains qui ont la meilleure volonté du monde, c'est très très tendu, hein, de contenir une IA, tu vois. Tu peux lui donner Ah n'importe oui, quel mais d'autant qu'ils objectif. ne respectent pas Tu les peux lui règles. dire, voilà, ton objectif, c'est de faire, ouais, tu as une IA dans ton entreprise, ton objectif, justement, c'est de faire des trombones en chaîne. Bah, l'IA, elle peut complètement, à un moment, elle peut complètement dégénérer et considérer qu'en fait, elle doit prendre, enfin, elle doit prendre tous les matériaux sur Terre pour faire le plus de trombones possible parce que elle a été programmée pour ça, en fait. Et donc, tu sais pas Ah, comment mettre des limites à une IA pour pas en perdre le contrôle. À partir du moment où elle est suffisamment intelligente, ça devient très compliqué, quoi. non, mais il y a eu un truc, il y a quoi, 2, 3 mois en arrière, c'est chez Anthropic, ils se sont aperçus que l'IA, si tu la menaçais de la débrancher, elle mentait sciemment pour se protéger. C'est-à-dire qu'en fait, elle violait toutes les consignes, toutes les règles implémentées du truc. C'est juste pour pouvoir survivre dans sa vision. Et le truc, c'était, elle a même menacé les gens de les faire chanter par email, quoi. C'est le truc, c'était ça, en Ah, fait, j'ai c'est pas le vu ça. délire. Ouais. C'est et donc, du coup, C'est ça qui fait peur. Ouais. les règles, rien à foutre, quoi, en même temps. Non, mais c'est ça, c'est ça. C'est pas les humains mal intentionnés. C'est même pas la bonne volonté. C'est même pas la régulation. Parce qu'en fait, même, c'est comment est-ce qu'on fait quand on est. Faut bien que les gens comprennent que, en tout cas, ce qu'ils présentaient dans cet article, c'était de dire que si on a une explosion d'intelligence, ce qu'ils appellent une singularité technologique, nous, on est des fourmis comparé à l'intelligence d'une IA, en fait. On est au niveau minuscule, quoi. Alors, ça va pas être complètement de la science-fiction, mais c'est de ça que tout le monde a peur. C'est de dire que si jamais l'intelligence artificielle arrive à s'améliorer elle-même, elle peut potentiellement être vraiment, vraiment très, très intelligente. Et dans ce cas-là, en fait, quelle que soit la manière dont tu la programmes, elle échappe à ton contrôle. En fait, c'est ça qui fait peur aux gens. C'est pas que les États utilisent l'intelligence artificielle pour mettre des soldats dans les rues. Ça encore, c'est un problème qui reste dans notre compréhension, tu vois. Mais ce qui peut sortir complètement de notre compréhension, c'est de dire, voilà, il y a une explosion d'intelligence et l'IA sort du contrôle des humains, en fait. C'est ça qui fait peur aux gens. Ouais. Bah, on verra. On sera fixé d'ici moins de 10 ans, normalement. C'est exactement ça. C'est à la fois effrayant et excitant. On verra. Pour le moment, ça paraît Si vous être regardez cette effectivement. vidéo en Ouais. 2035, c'est bon signe, c'est qu'on a survécu. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que voilà, l'IA, ils disent qu'il y a 30% de chances que ce soit la fin de l'humanité, tu vois. Parce que quel que soit l'objectif, quelle que soit la manière dont tu programmes l'IA, s'il y a une explosion d'intelligence, ça peut partir en cacahuète dans beaucoup de cas. Même si tu donnes les meilleures intentions du monde, ça peut quand même être problématique. Même en ayant vraiment les meilleures intentions du monde. Ouais. Donc, C'est clair. voilà. C'est clair. Bah, on sera fixé dans quelques années. Mais le sujet est intéressant, passionnant et surtout plein de répercussions
la manière quasiment dont on vivra, la manière dans laquelle on sera soigné aussi, sans doute, très largement. Il y a des progrès à venir qui vont être juste stupéfiants avec ça aussi. Il y a des débouchés dans tous les sens, effectivement, qui vont être source d'opportunités aussi, mais de mieux vivre, sans doute. À voir, effectivement, si on survivra à l'AGI ou pas. Si elle arrive, on verra. Avec les moyens qu'ils mettent, je pense que tôt ou tard, ils y arriveront. C'est plus la question de savoir quand. Mais c'est pour ça qu'en fait, à la Silicon Valley, tu as ce qu'ils appellent, je crois, les accélérationnistes. Et tu as les gens qui, je ne sais plus si tu avais vu ça, tu as les gens qui veulent accélérer le développement de l'IA le plus vite possible. Et tu as les gens qui veulent le freiner en disant, voilà, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord d'abord sur comment est-ce qu'on développe le truc. Mais ouais, là, c'est vraiment... Le vrai truc, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont des problématiques énergétiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas limités par la puissance de calcul, mais par l'énergie demandée par les fermes de calcul. Tu prends Microsoft qui a sécurisé une centrale nucléaire à son propre et unique besoin pour 20 ans pour 16 milliards de dollars. C'est le truc, on en est à ces niveaux-là. Et les mecs, ça remplace 800 000 ou 1 million de foyers, quoi. Qui ne seront plus alimentés par la centrale. Et là, ils sont en train de mettre un plan, je crois, d'urgence pour en construire 10 de plus. Mais rien que ces trucs-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse comme sujet, il y a une vidéo géniale que je fais passer sur Colossus d'Elon Musk. Comment est-ce qu'il a monté, en fait, un data center énorme qui est aujourd'hui, c'est pour ça que Grok est allé aussi vite, en fait, dans ses itérations. Mais pas que Grok, en fait, il s'en sert pour Tesla, pour les trucs de pilotage autonome, pour Optimus, pour les apprentissages. Mais c'est le seul qui peut aujourd'hui, avec une app, tu charges une photo, il te propose déjà des versions de vidéos en temps réel. En fait, le truc, c'est complètement délirant d'un point de vue technique, la puissance, la débauche de puissance qu'ils ont. Mais c'était super intéressant de voir comment est-ce qu'ils avaient construit ça. Et le premier défi qu'ils devaient résoudre, c'était pas les puces, c'était pas de refroidir, c'était de trouver comment les alimenter. Et ils avaient besoin d'1 gigawatt, c'est-à-dire quasiment une petite centrale nucléaire. Il a fallu en fait qu'ils fassent venir des turbines à gaz d'Europe pour arriver à sécuriser en fait ce truc-là et avoir leur propre ligne exclusive. Parce que le problème, c'est que c'est ça, c'est l'énergie aujourd'hui qui est le bottleneck du truc. S'ils pouvaient alimenter tout ce qu'ils veulent, ouais, ça serait ouf. Et ça va être ça en fait qui va être déterminant dans la course en fait en ce moment. Justement, ce matin, je regardais un truc, j'étais en train de parler avec ChatGPT justement de l'évolution des recherches sur la fusion nucléaire. Et du coup, ils prévoient, là, ils ont fait énormément d'avancées sur les recherches de fusion, et à horizon 2035-2040, ils prévoient peut-être 2040, ils prévoient les premières applications commerciales, tu vois. Éventuellement, jusqu'à 2050, stabiliser vraiment le truc. Mais ouais, une centrale à fusion, c'est immensément plus productif qu'une centrale à fission, et potentiellement, ça peut être aussi une révolution énergétique. C'est-à-dire l'énergie quasiment illimitée. Ouais. C'est ça. Ah, c'est sûr, ça va être... dès lors que tu as l'énergie, derrière, tu as de la puissance de calcul. Enfin, ça va être délirant. Ça va être complètement fou. Mais bref, on va s'en garder un petit peu pour les prochains épisodes. On a déjà fait une bonne émission. Je crois qu'on a déjà fait une bonne heure. Oui, une petite heure. Et donc, on en reparlera prochainement, puisque c'est un sujet qui, à la fois, est intéressant, a beaucoup d'applications, y compris dans ce qu'on peut faire, nous, des fois. Donc c'est vraiment intéressant. Et je vous rappelle quand même, du coup, qu'on a la promo Black Friday. Peu importe quand vous arrivez et regardez cette vidéo, je vous invite à aller sur scrap.io. Si vous avez le bandeau en haut, c'est que la promo n'est pas encore terminée et que vous pouvez en profiter. C'était une bonne émission. On va se dire à très vite. Ouais, ça marche. À très vite. Ciao. Salut. Bye. Bye.